monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de SEO international, comment référencer votre site sur plusieurs marchés, dans plusieurs pays différents. Donc dans cette vidéo on va voir quelles sont les 3 solutions pour mettre en place du SEO international, à savoir la première sont les extensions de domaine, la deuxième sont les répertoires et la troisième sont les sous-domaines. Ensuite on va voir quels sont les meilleurs outils clés en main pour faire du SEO international, comme par exemple Weglot, WPML, Localize. Ensuite on va voir comment bien utiliser la balise hreflang, qui est une balise très importante si vous lancez dans le SEO international. Et enfin, on va voir comment tout simplement faire du bon contenu et du bon netlinking en SEO international. C'est parti. Juste avant de commencer, on vient de passer les 2000 abonnés sur YouTube, donc on est super content. On prend beaucoup de plaisir à vous faire ces petites vidéos. Donc si vous voulez soutenir notre travail, laissez-nous un commentaire, partagez cette vidéo à vos potes et on commence la vidéo tout de suite. Les 3 solutions pour faire du SEO international, et vous allez voir, c'est très intéressant parce que chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Ce sont les extensions, les répertoires et les sous-domaines. Alors très rapidement, je vous explique ce qu'est une extension. Une extension, c'est votre domaine avec le point plus le code pays. Donc par exemple, le .fr, c'est une extension. J'imagine que on va plutôt vous prendre en France. Vous avez rarement vu passer sur les résultats des moteurs de recherche français, par exemple, des .be, alors qu'on parle la même langue. Il n'y a pas de .be qui normalement rank en France. Ça peut arriver très rarement, et ça peut arriver. La deuxième solution, c'est le répertoire. Donc vous savez, par exemple, vous êtes sur un .com qui est une extension internationale de base, et auquel on va ajouter un slash plus le code pays. Donc par exemple, un slash IT, un slash ES, un slash UK, etc., etc. Et par répertoire, vous allez créer en fait des silos internationaux sur le même back-office de votre site. On en reparle juste après. La troisième possibilité, c'est le sous-domaine, où là, c'est l'inverse. Vous allez avoir le code pays en début de domaine. Donc par exemple, es. Votre nom de domaine, it. Votre nom de domaine, etc., etc. Et donc là, en gros, l'avantage, c'est de garder quand même votre domaine au niveau du serveur, contrairement à l'extension, mais vous venez beaucoup plus diluer le PageRank comparé au répertoire. Donc les 3 solutions qu'on va avoir, et vous allez voir, c'est des solutions qui sont très intéressantes parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à chacune d'entre elles. En fait, elles sont faites en fonction de votre besoin. Donc l'idée, c'est déjà de bien définir votre besoin, et ensuite de choisir la solution la plus adaptée. La première solution, c'est l'extension de domaine. Donc en gros, vous avez votre domaine .code pays. La deuxième solution, c'est le répertoire. Vous êtes sur un domaine international comme un .com et ensuite on va avoir le slash code pays. Et la dernière solution, c'est le sous-domaine où on va avoir le code pays, le domaine en question. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chaque solution. Je vais commencer par la solution la plus chère, la plus onéreuse à monitorer. C'est un peu la Rolls-Royce des stratégies SEO internationales. Ce sera l'extension. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients à avoir une extension par pays? Par exemple, admettons que nous, demain, on veut faire du SEO international sur SEO Monkey. On va créer donc un SEO Monkey, par exemple, pays, donc .es, .it, .uk, .be, etc., etc. Et le problème avec cette solution, c'est que chaque site aura une autorité différente. En gros, ce sont des sites complètement différents, un back-office différent, peut-être même si nécessaire un hébergeur différent. En gros, c'est des sites différents. Une extension, c'est 2 sites différents. SEOmonkey.fr et SEOmonkey.be, ce sont 2 sites totalement différents. C'est comme si on avait SEO Monkey et agence SEO. Je sais pas quoi. C'est pas parce qu'il y a SEO Monkey que ce sont les mêmes sites. L'avantage d'avoir ça, c'est quoi? L'avantage principal de cette solution, c'est de pouvoir faire monitorer vos sites par des équipes. Et donc pour tous les projets sur lesquels on va avoir une petite notion, un petit peu de franchise, on va avoir des équipes totalement différentes par pays. Admettons qu'en fait on a des agences, vraiment des groupes différents par pays, avec un chiffre d'affaires distinct, etc. On voit ça plus sous forme de groupe. C'est super intéressant parce que chacun gère son SEO et c'est pas la France par exemple qui fait le SEO de l'Espagne qui fait le SEO de l'Italie. Chacun gère sa stratégie et donc on va avoir des développements, des croissances différentes en fonction de l'intensité de travail, en fonction des différentes extensions. Donc nous, tous les sites qu'on voit passer à l'agence avec différentes extensions, c'est à chaque fois la même raison, c'est parce qu'en fait ils ont des équipes différentes, notamment des natifs, et donc c'est super intéressant. Donc vous voyez, c'est vraiment la Rolls-Royce, ça coûte super cher, c'est des équipes différentes, c'est du SEO différent, on reprend du netlinking sur chaque domaine, etc. En gros, c'est adapté pour les très gros projets. La deuxième solution, qui est un peu un entre-deux, ça sera le sous-domaine. Donc en gros, on va avoir le code pays, le domaine. Alors bien sûr, il faut un domaine international quand on fait ça, on ne peut pas avoir un es.seo-monkey.fr. Vous voyez bien qu'il y a une contradiction de code pays, donc il faut un .com, mieux je vais dire un .com même si on peut aussi avoir d'autres extensions, des IO, etc. Et là, on va être un peu sur un entre-deux, parce qu'en fait on sera sur le même domaine, donc vous voyez le .com en l'occurrence, c'est pour ça qu'on appelle ça un sous-domaine, mais par contre on aura
des back-office différents. Et en fait, on aura aussi des autorités un petit peu quand même différentes, un petit peu diluées. Comment ça se passe? Donc en fait, chaque site en sous-domaine est accessible depuis un espace membre différent. Ce qui fait que vous pouvez brancher un sous-domaine sur WordPress, un autre sous-domaine sur Shopify, etc. Vous voyez, ce sont quand même des sites qui sont d'un point de vue tech différents, et pourtant sur la même racine de domaine. Et donc là, vous avez un petit entre-deux, puisque vous avez quand même des back-office différents. Donc vous pouvez par exemple un peu plus facilement gérer chaque marché en fonction de vos équipes, etc. Mais vous allez avoir quand même une autorité de domaine un peu globale, puisque les sous-domaines sont connectés à un domaine. Donc en gros, c'est vraiment la stratégie intermédiaire entre le répertoire et l'extension. C'est un peu entre deux. Moi, c'est pas vraiment ce que j'aime, parce que c'est pas une stratégie qui est vraiment... On a tranché entre l'extension et le répertoire, on a pris l'entre-deux. La troisième solution, c'est le slash plus code pays, ce qu'on appelle un répertoire. Donc en gros, vous allez avoir votre domaine. Donc pareil, là, il faut au mieux, si possible, un .com quand on fait du SEO international comme ça. En fait, le point pays, c'est que pour les extensions. Donc là, on arrive du coup sur votre page d'accueil du .com et là, vous choisissez votre langue avec le petit drapeau par exemple. Vous mettez Espagne. Donc là, on arrive sur un slash ES et ensuite... Ça, c'est la page d'accueil. Si vous baladez sur le site en Espagne, on aura toujours à la racine le slash ES, puis par exemple la page de niveau 1, le slash code catégorie, etc., etc. Et donc on arrive dans un silo espagnol sur ce site-là. Donc là-dessus, quels sont les avantages et les inconvénients? L'inconvénient principal, c'est que tous vos sites seront connectés. Là, vraiment, on est sur le même domaine. Donc, typiquement, avoir des équipes différentes pour chaque marché, c'est pas possible. Tout est géré par la même personne ou par éventuellement la même petite équipe marketing. C'est bien du coup si vous êtes tout seul par exemple. Je pense que c'est adapté facilement plus de 90% des projets. Voilà, vous avez une petite boutique, vous voulez commencer à faire du SEO international. C'est clairement sur la stratégie répertoire qu'il va falloir partir. Vous n'allez pas pouvoir monitorer 10 back-office différents, voire pire, 10 extensions différentes. L'autre avantage, c'est que vous gardez votre autorité. C'est-à-dire que quand vous faites du SEO sur votre .com, vous faites aussi du SEO sur la France, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur l'Angleterre, etc. Donc en termes de netlinking, ça va vous coûter beaucoup moins cher. En termes de contenu, ça va vous coûter beaucoup moins cher parce qu'on en reparlera. Ça va vous permettre de traduire en automatique votre contenu et c'est pas du black hat. Cependant, vraiment le gros problème, c'est sur le long terme. Vous n'allez pas pouvoir gérer des approches marketing différentes par marché et c'est quand même dommage parce que si ça se développe, l'idéal c'est quand même d'avoir une équipe pour chaque pays. Maintenant, on va parler de la balise hreflang. Donc la balise hreflang, c'est une balise qui permet à indiquer à Google deux choses, la localité et la langue. Parce qu'on peut avoir un site par exemple en français qui peut ranker en Belgique, qui peut ranker au Canada, etc., etc. Et donc ça s'applique uniquement pour les sites qui auront choisi les stratégies de sous-domaine ou de répertoire, puisque vous savez bien que les extensions, vous avez déjà un signal de localité qui est là, puisque vous avez le code pays en fin de domaine. Donc on n'a pas besoin de faire de l'hreflang sur une extension. J'avais eu ce débat-là avec un client pour la petite histoire et un autre SEO dans la boucle. Et j'expliquais à l'autre SEO et en face du client qu'on n'avait pas à faire ça. Il me disait que si. Et en fait, réfléchissez. Est-ce que vous faites des hreflang sur votre .fr? Vous savez sûrement même pas ce que c'est un hreflang au début quand vous lancez un .fr. Et donc, non, parce qu'en fait, le .fr indique la localité dès le début. Vous êtes sur le marché français. Par contre, sur un .com, on va pouvoir utiliser la balise hreflang pour dire je veux que cette page rank en France sur la langue française. On peut même en France s'adresser à d'autres langues. Donc on peut aussi, par exemple, je sais pas moi, en Suisse, vous voyez, en Suisse, on va avoir plusieurs langues. On a une extension .ch, on peut avoir une hreflang allemande, italien, français, qui sont les trois langues de ce pays. Donc voilà, la balise hreflang est importante dans seulement certaines situations. Et donc comment ça fonctionne? Globalement, très simplement, vous voyez, la balise elle ressemble à ça. Vous êtes sur votre page, donc c'est une balise on-page, comme une balise HN par exemple. Vous avez une balise par page, et sur la page, vous venez indiquer manuellement à Google, sur cette URL, admettons qu'on est sur la page agence SEO, qui se positionne en Suisse. Donc là, on va avoir CH sur la langue italienne. Donc là, on va avoir IT. Et donc voilà comment est construit cette petite balise qu'il faut intégrer dans, vous comprenez, des cas quand même très particuliers. Très rapidement, quels sont les outils qu'on va vous conseiller d'utiliser pour faire du SEO international? Alors, vous l'aurez compris, sur une stratégie d'extension, vous n'en avez pas forcément besoin, puisque chaque site sera géré, voilà, nativement, c'est pas vraiment une stratégie SEO internationale. Donc pour ce qui est de la stratégie de répertoire, ici on va vous conseiller 3 petits outils. Le premier, ça va être Weglot, le
deuxième ça va être WPML, le troisième ça va être Localize. C'est un peu cher, donc faites bien attention à vérifier les plans avant de commencer. Weglot, on peut vite monter, mais c'est des choses qui sont très pratiques, qui vont vraiment directement installer dans votre méga menu le switcher de langue, et ensuite tous les répertoires seront mis en place automatiquement, et ça va même traduire votre contenu. Sur le pilier contenu, la question c'est quoi? C'est est-ce que la traduction c'est bien ou pas? Est-ce qu'on a le droit de traduire notre site sans avoir une page écrite par un natif sur chaque marché? Vous le comprenez, si vous êtes sur une stratégie d'extension avec un site par marché, une équipe qui gère chaque site, l'idéal c'est de faire rédiger des contenus différents, d'avoir une approche différente, des roadmaps différents en fonction de chaque pays. Donc là, non, il ne faut pas venir traduire, il faut vraiment venir créer des contenus différents. Si vous êtes sur un slash répertoire ou un sous-domaine, donc un peu un entre-deux, le slash répertoire en tout cas est fait nativement pour de la traduction. C'est pour ça que ça existe en fait. C'est vraiment pour permettre de faire du SEO international avec des petits budgets. Et donc c'est pour ça que tous ces outils comme Weglot, etc. vous proposent nativement une traduction automatique. Vous créez une page, je sais pas moi, une page catégorie, vous installez tout ça, vous aurez votre page qui sera traduite avec le répertoire sur le marché en question. Donc non, la traduction c'est pas Black Hat. Pourquoi? Parce que justement c'est pensé pour permettre à des petits sites aussi de pouvoir faire du SEO international. Maintenant on va parler de netlinking. Donc forcément le netlinking quand on fait du SEO international ça coûte cher, surtout si on décide de faire du netlinking sur une stratégie d'extension. Vous vous souvenez, une extension est égale à un domaine différent, est égale à une autorité différente. Donc là, ça va être vraiment compliqué en termes d'autorité d'envoyer du PageRank sur l'ensemble de vos domaines avec un petit budget. Ça va vraiment nécessiter un fort investissement d'acheter des codes pays sur chaque domaine. Pour ce qui est de la solution répertoire, vous allez quand même avoir une dilution d'autorité, mais beaucoup plus faible. En gros, vous allez avoir l'autorité de votre domaine principal. Donc si vous avez déjà du trafic en France et que vous lancez vos répertoires, normalement, ils vont pouvoir s'indexer correctement. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'envoyer du coup à la racine, donc par exemple sur le slash code pays, un domaine avec l'extension qui correspond, mais ça va vous coûter beaucoup moins cher puisque vous allez bénéficier de votre autorité de domaine globale. Pour ce qui est du sous-domaine, c'est toujours la même chose, c'est un peu un entre-deux. Ça va récupérer beaucoup moins d'autorité que de le répertoire, mais un petit peu quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez mettre un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.